Congo, c'est à vous. Merci, madame. Nous sommes au terme d'une matinée de travail qui a été riche en enseignements. Je voudrais d'abord remercier M. le Premier ministre de la République du Congo, M. Anatole Makosso, d'avoir accepté notre invitation pour ce séjour en terre sénégalaise, accompagné d'une forte délégation ministérielle, de nous avoir permis d'entreprendre ces travaux qui ont pour objectif d'améliorer qualitativement la relation entre nos deux pays, à tout point de vue, mais singulièrement sur le plan économique. De remercier au nom du peuple sénégalais, lui demander de transmettre également nos remerciements et nos salutations à son Excellence, Monsieur le Président Denis Sassou Nguesso, qui est un grand ami du Sénégal, comme vous le savez. De transmettre les salutations et les hommages de son homologue sénégalais, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que vous avez eu la possibilité de rencontrer hier après-midi, pour lui porter le message de son Excellence le président Denis Sassou Nguesso. Nos travaux ont été riches en enseignements. Nous avons survolé la coopération dans le sens du cadre juridique qui l'encadre actuellement. Vous savez que le Congo et le Sénégal entretiennent des relations depuis presque les indépendances des deux pays. Des accords ont été signés depuis les années 70 jusqu'à présent. Beaucoup d'autres accords sont en cours d'examen, de discussion et pourront être certainement signés prochainement. Et des accords ont été signés dans le domaine de la coopération militaire, défense et sécurité, dans le domaine de l'enseignement supérieur, dans le domaine culturel, dans le domaine des transports et dans beaucoup d'autres domaines. Mais ce qui était important aujourd'hui, c'est d'acter des mesures de relance de cette coopération à travers la réactivation certainement de la commission mixte paritaire qui ne s'était pas plus réunie depuis 2018, mais à travers la décision que nous avons prise de mettre en place un comité ad hoc qui se chargera de réfléchir, d'approfondir les pistes de coopération qui ont été évoquées aujourd'hui dans des secteurs économiques importants sur lesquels nos deux pays peuvent s'enrichir mutuellement, notamment le secteur de l'énergie, le secteur de l'exploitation forestière, particulièrement le bois, mais le secteur de l'agriculture également, et beaucoup d'autres secteurs, indépendamment de la revue qui a été faite avec les différents ministères ici présents, l'assainissement, l'enseignement supérieur, les forces armées et le ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est dire donc que nous sortons de cette matinée de travail très satisfaits et très confiants de pouvoir impulser une dynamique nouvelle pour cette relation entre nos deux pays et la hisser à un niveau qu'elles n'ont jamais atteint. Qu'elles n'ont jamais atteint parce que c'est extrêmement important pour nous dans cette dynamique de coopération intra-africaine, de renforcement des échanges intra-africains. Et le Congo et le Sénégal sont une illustration sur la faiblesse des échanges entre les pays africains. Dans une époque où on parle de ZLECAf, de renforcer le libre-échange entre les pays africains, je crois que cette rencontre arrive à point et nous permettra, dans le cadre bilatéral strictement ici, de faire de Brazzaville et de Dakar un axe de coopération qui pourra être donné en exemple au reste de l'Afrique et qui nous permettra ensemble de hisser les économies de nos pays, les secteurs d'enseignement de nos pays, les secteurs de défense et de sécurité de nos pays à un niveau très élevé. Donc, c'est les quelques mots que je voulais dire en introduction. Je vous remercie de votre écoute. À présent, à M. Anatole Koliné Makosso, Premier ministre de la République du Congo, chef du gouvernement. Merci.
Nous avons eu droit cette matinée à une séance de travail très fructueuse avec le gouvernement sénégalais, conduit par mon très cher homologue et frère, M. Ousmane Sonko, que je voudrais très sincèrement remercier, et avec lui l'ensemble du gouvernement et l'ensemble du peuple sénégalais pour l'accueil chaleureux qu'ils ont réservé à ma délégation. Je l'ai traduit hier à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a eu l'amabilité de nous accorder une audience. J'ai tenu à exprimer toute ma gratitude pour l'invitation de mon homologue, mais aussi pour toutes les conditions qui ont été réunies pour rendre notre séjour agréable dans cette terre de la Teranga. Oui, cet accueil, cette hospitalité ont confirmé la qualité et le sens même de la Teranga en cette terre sénégalaise. Nous l'avons témoigné au président de la République, à qui nous avons porté le message de son homologue et frère, le président Denis Sassou Nguesso, qui nous a chargé de lui traduire sa volonté et son attachement aux valeurs de paix, de concorde, d'unité, de solidarité, de fraternité et d'amitié. Sa volonté de consolider ces liens séculaires qui unissent nos deux peuples. Pour l'histoire, nous nous plaisons toujours de le dire, et à raison. Le Sénégal et le Congo sont liés par une communauté de destin. Une communauté de destin qui a commencé depuis le XVe siècle, parce que les deux pays, au travers de leur capitale, ou plutôt au travers de deux villes historiques, Dakar et Luango, ont constitué la plaque tournante du commerce triangulaire entre le XVe et le XIXe siècle. Les deux pays, au travers de leur capitale, ont été les capitales, l'une de l'Afrique équatoriale française, l'autre de l'Afrique occidentale française. Les deux pays ont plusieurs similitudes qu'il ne nous plaît pas de rappeler ou de dégrainer ici, mais qui devraient nous rassurer de la détermination des peuples de consolider leur coopération. Une coopération qui est née en 1974, après avoir établi les relations diplomatiques en 1968. 1974 aura marqué le point de départ d'une coopération très active et qui a été consolidée par l'accord de coopération ratifié par le Congo le 15 janvier 1975. Et depuis là, les commissions mixtes se sont multipliées jusqu'en 1997, quand nous avons tenu à ce moment-là pratiquement 3 commissions mixtes. Malheureusement, à partir de 1997, il y a eu un ralentissement. Pendant 31 ans, sans qu'il n'y ait eu de commission mixte, jusqu'à ce que nous ayons tenu la 4e commission mixte en 2018. Et depuis là, nous avons pris un engagement de rendre cette coopération beaucoup plus active. Les ministres sont arrivés. Nous avons signé en 2018 un accord de coopération technique et militaire qui a été ratifié au Congo en 2020. Et nous saluons la coopération militaire et technique entre les deux pays depuis 2020, avec un accent particulier mis sur la formation de nos cadres, de l'armée et de la sécurité. Plusieurs de nos compatriotes sont formés ici, comme plusieurs de nos jeunes sont formés à l'académie militaire et surtout à l'école Génie Travaux à Brazzaville. Nous voulons renforcer cette coopération et la mettre au niveau de la coopération de l'enseignement supérieur, où nous avons des milliers d'étudiants qui sont ici.
Mais nous devons partir. Et c'est tout le sens à donner à la réunion que nous avons eue avec le gouvernement sénégalais. Nous devons partir de la diplomatie représentative à une diplomatie plus coopérative. Nous devons partir de la coopération institutionnelle à une coopération plus économique. C'est tout le sens de la séance de travail aujourd'hui. C'est pour cette raison que nous avons exploré ensemble d'autres axes de coopération. Des axes qui sont beaucoup plus assis sur la diversification de l'économie. Parce que, ainsi que l'a dit Monsieur le Premier ministre, si nous voulons aller vers la zone de libre-échange économique d'Afrique, la ZLECAf, il nous faut renforcer l'économie, il nous faut renforcer les échanges intra-africains. Il a été démontré une véritable faiblesse des échanges au niveau de la région. Tenez, à peine 16% des échanges commerciaux concernent l'Afrique. 50 ou 60% des échanges commerciaux de l'Afrique, des exportations, se font avec des pays hors du continent. On ne peut pas garantir le développement du continent si le niveau des échanges intracontinentaux sont si faibles. Il nous faut donc travailler pour davantage développer ces échanges. Il nous faut travailler pour réussir à faire éclore les petites et moyennes entreprises au Sénégal comme au Congo, parce que c'est un moyen de diversification de l'économie, c'est aussi un moyen d'investissement direct étranger qui devrait nous permettre de réduire le choc que nous vivons souvent lorsque, effectivement, du fait du marché qui soit volatile, que nous vivons souvent et qui fragilise nos économies en cas de choc extérieur. Donc, oui, nous avons beaucoup de choses à faire. Nous avons ouvert un certain nombre de pistes et nous avons foi que nous allons nous y mettre pour réussir cette coopération, pour la rendre beaucoup plus pérenne, beaucoup plus souveraine, beaucoup plus résiliente. Merci pour ces mots, merci pour ces déclarations. Nous allons à présent ouvrir, avec votre permission, bien sûr, une brève session de questions-réponses avec les journalistes. Nous vous prions de bien vouloir vous présenter en donnant votre nom et le nom du média que vous représentez. Et je rappelle que ce sera 3 questions pour 3 médias. Bien. Bonjour. Je m'appelle Amadou Moustapha Dian, je suis journaliste à la radio Sud FM de Dakar. Excellence Mboye Malamou, en terre sénégalaise et africaine, de la teranga sénégalaise dont on parle. Une question sur les relations justement entre les deux pays, mais sur le plan énergétique, pétrolier et aussi universitaire. À quel niveau souhaitez-vous justement hisser cette coopération dans ces domaines stratégiques entre les deux pays? Monsieur le Premier ministre Deweneti, on vous voit dans une activité diplomatique très intense. Vous voyagez et vous recevez. Vous parlez tout à l'heure de relancer la coopération sud-sud intra-africaine. Est-ce justement cette volonté-là qui vous anime et qui anime le gouvernement sénégalais à travers ces activités? Merci beaucoup. Merci. Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Je suis Adi Fatou Bari, journaliste à Radio Sénégal. J'ai une question et je vous l'adresse à vous deux, Excellences. C'est sur le contrat d'affermage qui avait été accordé à la Sénélec suite à un appel d'offres, contrat qui serait aujourd'hui suspendu. Ma question est de savoir si le sujet a été évoqué tout à l'heure au cours de votre entretien. Si oui, quelles sont les perspectives? Merci. Oui.
Bonjour. Bonjour. Léa Elisabeth Steroff, je travaille pour RFI. Une question à vous d'abord, Monsieur le Premier ministre du Congo. Vous avez parlé de nécessité de renforcer les liens économiques entre pays interafricains. Je voulais vous poser une question par rapport à quel bilan vous faites des accords que vous aviez conclus avec le Rwanda. Je fais référence à la décision qui a été prise de mettre fin à la mise à disposition de 12 000 hectares de terre avec des opérateurs rwandais. Pourquoi? Quel bilan voilà, de cette coopération? Et à vous, Monsieur le ministre Ousmane Sonko, vous parlez de nécessité de renforcer l'économie, les relations économiques. Le secteur privé parle d'un climat morose. Est-ce que vous ne craignez pas que les audits qui ont été lancés, les redressements fiscaux qui ont été lancés n'inquiètent les investisseurs qui souhaiteraient investir au Sénégal? Merci beaucoup. Merci. Ça me commence. Merci beaucoup. À notre ami qui nous a posé la question sur le niveau de la coopération en matière d'enseignement supérieur, en matière de défense, c'est cela, et à quel niveau nous voulons porter cette coopération? Bien, au niveau optimal. Nous l'avons commencé et j'ai dit qu'elle s'exécute normalement, cette coopération, surtout dans les deux secteurs de l'enseignement supérieur et de la défense et de la sécurité. Un accent particulier est mis sur la formation. Je disais tout à l'heure que nous avons une diplomatie culturelle et sociale très forte, une diplomatie institutionnelle bien développée entre nos deux pays, mais nous voulons plutôt aller un peu plus loin. Au plan institutionnel, au plan culturel, comme je le disais, l'accent qui est mis sur la formation nous permet de montrer l'engagement et la volonté de nos dirigeants au plus haut niveau sur l'encadrement de la jeunesse. Parce que l'éducation est l'arme la plus puissante pour sauver le monde, dit-on. Et nous saluons les efforts entrepris par les autorités sénégalaises pour permettre à la jeunesse congolaise de se mouvoir en terre sénégalaise, d'étudier, de se former et de se présenter comme une véritable ressource humaine importante pour le développement de nos économies, pour le développement de nos pays. C'est cette coopération que nous continuons à soutenir, à consolider, et nous veillons à ce qu'elle soit la plus performante possible. Madame, au sujet du contrat d'affermage, avec la Sénélec, je voudrais vous rassurer que la réforme du secteur d'électricité est un engagement pris par notre pays depuis 2003. Voyez-vous, depuis 2003, nous avons adopté le Code de l'électricité qui avait envisagé la libéralisation du secteur de l'électricité, mais pas que la libéralisation du secteur de l'électricité, la segmentation du secteur de l'électricité en 3 pôles principaux. Le premier pôle, c'est le pôle de la production. Le deuxième pôle, c'est le pôle du transport. Le troisième pôle, c'est le pôle de la distribution. Depuis 2003, nous avons envisagé libéraliser ce secteur, comme nous avons réussi à libéraliser bien d'autres, notamment le secteur de télécommunications, qui était d'ailleurs soutenu, qui était d'ailleurs géré au départ par la Société nationale qu'on appelait l'Office national des postes et télécommunications. Mais à partir des années 2000, nous avons libéralisé ce secteur, ce qui a permis de faire entrer d'autres groupes comme MTN, comme RTL. Nous avons libéralisé le secteur des produits pétroliers, qui était la commercialisation des produits pétroliers, était aussi l'apanage d'une société d'État qu'on appelait Hydro-Congo. À partir des années 2000, nous avons libéralisé ce secteur. C'est pourquoi vous avez les groupes comme Puma, comme Total, comme X-Oil, qui opèrent au Congo dans ce secteur. Alors, il nous restait le secteur de l'électricité. C'est un service public très sensible, comme vous pouvez l'imaginer. Et c'est pour cette raison que ça a tardé à être totalement réformé. Vous voyez, je vous ai parlé de 2003, le Code d'électricité. Et il est dit au niveau du Code d'électricité que la production de l'électricité devrait être concédée. C'est-à-dire les barrages hydroélectriques dont nous disposons devaient faire l'objet de concessions. Mais depuis 2003, nous n'avons pu réussir le travail de concession qu'à partir de 2022.
Vous voyez, c'est déjà donc très difficile, c'est un secteur qui est difficile à réformer. Et s'agissant du secteur de distribution, depuis la loi de 2003, on avait dit qu'on pouvait utiliser 5 modes de gestion du secteur d'électricité. Il pouvait y avoir le modèle de concession, il pouvait y avoir le modèle d'affermage, il pouvait y avoir le modèle de régie intéressée, il pouvait y avoir de modèle, tout autre modèle, il est dit, c'est-à-dire celui, par exemple, de l'intégration en un seul tenant de tous les secteurs d'électricité. Et nous avons travaillé pour réussir à aller vers l'affermage. Et l'option a été prise à partir de 2018, lorsque nous avons fait de la Société nationale d'électricité une société du patrimoine, ce qui devrait donc nous permettre de libérer les autres secteurs au privé. Et en 2003, le gouvernement congolais a pris un décret autorisant justement la gestion du secteur d'électricité, la distribution et la commercialisation du secteur d'électricité par affermage. C'est à partir de là qu'un appel à manifestation d'intérêt a été lancé et un appel auquel a souscrit la Sénélec aux côtés de bien d'autres entreprises. Vous avez raison, la Sénélec a remporté cet appel à manifestation d'intérêt, mais sans compter sur les opinions publiques de nos pays respectifs. Je crois que le Sénégal a eu le même problème. Nous étions en 1998, lorsqu'il s'est agi de concéder la distribution et la commercialisation de l'électricité à une compagnie qu'on appelait Hydro-Québec. Il y a eu la réaction des populations qui ont toujours du mal à accepter que ce secteur public, ce secteur qui relève parfois de la souveraineté d'État, soit confié à d'autres acteurs et particulièrement aux acteurs privés. On a donc été confrontés pratiquement à la même difficulté, non pas seulement s'agissant de la Sénélec, mais aussi s'agissant des autres entreprises à qui on avait même déjà concédé le secteur de distribution. Nous avons 4 barrages. Les 4 barrages ont été concédés à des sociétés et aujourd'hui, les syndicalistes et les partenaires sociaux reposent même le problème de la concession de ces secteurs de production. Et nous travaillons pour expliquer. En fait, pour tout vous dire, il a fallu un travail pédagogique au préalable. Et ce travail pédagogique n'a pas été assez efficace, ce qui a suscité un certain nombre d'inquiétudes, d'interrogations. Et ce sont ces inquiétudes que nous sommes en train de lever petit à petit. Et si nous parvenons à lever ces inquiétudes, nous allons nous asseoir de nouveau avec Sénélec pour voir dans quelles conditions, effectivement, l'opérationnalisation de ce contrat d'affermage devrait se faire. Parce que, laissez-vous le savoir, le contrat d'affermage que nous avons signé comporte 48 mesures préalables. Et il faut donc que toutes ces mesures préalables que nous avons retenues de commun accord avec Sénélec, que toutes ces mesures préalables soient d'abord résolues, soit elles sont identifiées. Il faut qu'on puisse les lever. Une fois ces mesures levées, il appartiendra au gouvernement congolais de mieux faire percevoir l'importance de la réforme à toutes les parties prenantes. Vous avez les syndicats. Lorsque vous voulez aller vers la privatisation d'un secteur, la première résistance, vous l'avez avec les partenaires sociaux. Quid de leur outil de travail? Quid de leur situation professionnelle? Et là, vous avez une bonne période de discussion que vous devez engager pour que la réforme d'un secteur aussi sensible que celui de l'électricité puisse passer sans problème. Vous avez les consommateurs. Là aussi, vous avez besoin de les rassurer. Est-ce que le prix du kilowattheure sera élevé? Est-ce qu'il sera toujours à la portée de nos bourses? Voilà, c'est tout ce travail qui est en train d'être fait. Sans doute, avons-nous confondu vitesse avec précipitation? On était tellement sûrs de la volonté de tous d'aller vers la réforme de ce secteur que nous avons voulu anticiper. Les populations nous ont dit, nous avons encore besoin d'en apprendre davantage et c'est pour cette raison que le Conseil des ministres, sur instruction du président de la République, nous a simplement demandé de conduire la réforme avec méthode jusqu'à ce que l'ensemble des parties prenantes adhèrent de façon à ce que ce soit une réforme réussie. Parce que, quel serait l'intérêt
de confier la gestion à un partenaire privé si, entre-temps, les partenaires sociaux pouvaient s'illustrer par des actes peu civiques qui pourraient remettre en cause la volonté des partenaires publics comme privés de mettre en œuvre une politique de développement du secteur, une politique de réforme d'un secteur aussi sensible que celui-là, remettre en cause pratiquement toute la politique. C'est donc des précautions que nous sommes en train de prendre. C'est pour vous dire que la réflexion est toujours d'actualité. La convention d'affermage a été suspendue. Oui, c'est le Premier ministre qui a pris la note suspendant la mise en œuvre du contrat d'affermage, le temps que nous puissions mettre au point les 48 mesures préalables qui ont été identifiées et que nous préparions l'opinion à comprendre la nécessité de la réforme. Je terminerai par la question de madame sur les accords de coopération avec le Rwanda. La coopération avec le Rwanda est parfaite. Nous n'avons aucun problème, comme nous n'avons aucun problème avec tous les autres pays. Les accords que nous avons signés avec le Rwanda, nous les avons signés avec l'ensemble des pays avec lesquels nous sommes en partenariat. Nous venons de faire le point ici avec le Premier ministre du Sénégal, s'agissant des accords de coopération militaire, par exemple, que nous n'avons même pas encore avec le Rwanda parce que ça n'a jamais été ratifié. Mais pourtant, s'agissant du Sénégal, nous avons un accord de coopération militaire et technique qui a été ratifié par notre Parlement. Nous avons des accords sur la non-double imposition qui permettent de garantir un cadre propice au développement des affaires, à l'activité commerciale. Nous avons des accords sur le transport aérien avec le Rwanda. Nous avons des accords de toute nature, y compris sur, oui, comme je l'ai dit, la non-double opposition et sur le partenariat commercial. Donc, nous n'avons aucun problème d'accord. Le problème qu'il y a avec le Rwanda, c'est la caducité d'un certain nombre d'actes administratifs qui n'ont rien à voir avec les accords de coopération. Il s'agit des actes administratifs, des actes réglementaires par lesquels le Congo a mis à la disposition des entreprises rwandaises des terres pour l'activité agricole par le biais des autorisations expresses d'occuper ou des autorisations provisoires d'occuper. L'autorisation expresse d'occuper est, entre guillemets, une sorte de bail emphytéotique sur 20 ans, donné à une entreprise publique comme privée, et particulièrement privée, nationale comme étrangère, qui doit y développer une activité agricole. Planter du ricin, planter du manioc, planter n'importe quel produit, voilà, en vue de l'exploitation agro-pastorale ou agro-industrielle. Et c'est cet accord express, cette autorisation express d'occuper qui a été donnée à une société qu'on appelle Crystal Venture, une société rwandaise. Sans doute, les populations, du fait du conflit qu'il y a entre le Rwanda et la RDC, influencées par une erreur d'interprétation de cet accord, ont cru voir une collaboration avec le Rwanda, avec ceci que on parle toujours du fait que le territoire du Rwanda n'est pas très grand et qu'il y a des velléités d'occupation de territoire en dehors de la superficie du périmètre rwandais. Il y a eu ce flou qui a été entretenu, mais n'en a pas été le cas. C'est juste une autorisation express d'occuper qui a été donnée à la société Crystal Venture. Et dans l'autorisation express d'occuper, il y a des clauses suspensives. Il y a des clauses qui disent si au bout d'un certain temps, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation devient caduque. C'est ce qui s'est passé pour l'autorisation express d'occuper. Et on s'est même rendu compte que la société Crystal Venture, qui avait bénéficié de l'autorisation express d'occuper, a sous-traité, a sous-loué le territoire qui lui a été donné, le terrain, les parcelles de terrain, les parcelles de terrain ruraux qui nous ont été données, à sous-traiter à une autre société. Et ça, c'est une cause d'annulation de l'autorisation express d'occuper, c'est ce qui a été fait. À côté de l'autorisation express d'occuper, il y a des autorisations provisoires d'occuper d'une durée de 2 ans.
lorsque il y en a eu 5 comme ça qui ont été donnés aussi à des entreprises rwandaises. Si au bout de 2 ans, aucune activité n'a été réalisée, l'autorisation provisoire d'occuper devient nulle. C'est ce qui a été fait. Et lorsque nous avons constaté que les autorisations qui ont été données aux compagnies rwandaises n'ont pas fait l'objet d'exploitation, elles sont rentrées sous le coup de la caducité, elles ont été annulées. Ce qui n'a rien à voir avec la qualité des relations diplomatiques, de coopération que nous entretenons avec le Rwanda, qui sont à ce jour des relations qui sont toujours intactes, qui sont parfaites, qui ne souffrent d'aucun doute ou d'aucune anomalie. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je ne crois pas avoir une aussi bonne mémoire. Je ne me rappelle pas forcément de toutes les questions qui ont été posées. Par rapport à la première question relativement à nos orientations diplomatiques qui sont centrées prioritairement sur l'Afrique et le voisinage, c'est des orientations assumées qui découlent d'un long parcours politique. Nous l'avons décliné depuis 10 ans, ou plus de 10 ans maintenant qu'on est en politique, à travers nos discours, à travers nos écrits, à travers nos programmes politiques, que la diplomatie commence par le voisinage immédiat. Toutes les formes de diplomatie. Et le Premier ministre l'a rappelé tout à l'heure, l'une des erreurs fondamentales de l'Afrique, c'est qu'on a le regard tourné. C'est peut-être une prolongation une forme d'aliénation issue de la colonisation qui fait que nous pensons extravertis. Nous considérons que pour être considéré qu'un acte diplomatique doit être orienté vers l'étranger, vers certaines puissances, certains pays, et que rendre visite à un pays voisin, à un pays africain, n'est pas coté de la même manière que se rendre dans certaines grandes capitales occidentales, américaines ou asiatiques. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi nous avons considéré que le potentiel de coopération que nous avons avec les pays africains est beaucoup plus important que celui qu'on essaie d'escompter ailleurs. Et le Premier ministre a rappelé tout à l'heure, le niveau d'échange intra-africain est d'une faiblesse inquiétante. La principale conséquence, c'est le renchérissement, évidemment, de tout ce que nous consommons. Nous exportons de très loin, nous faisons 8000 km, 10 000 km, même quelquefois plus, pour aller importer des produits finis dont l'essentiel des matières premières provient de l'Afrique, justement. Il faut casser ce cycle. Il faut qu'on sorte de ce complexe. Et c'est pourquoi aujourd'hui, nous restons ouverts au monde entier. Le président de la République a fait plusieurs déplacements hors du continent. Moi-même, je vais commencer à en faire à partir de maintenant. Et je n'ai pas encore commencé à voyager, rassurez-vous. On a beaucoup à faire et nous allons le faire pour l'intérêt de ce pays avec des objectifs très précis pour chaque déplacement. Et je voudrais dire simplement que dans le cadre de cette coopération-là, dans nos relations avec le Congo, nous avons considéré qu'il y avait mieux à faire, plus à faire. Vous avez parlé tout à l'heure d'axes de coopération que nous avons déjà expérimenté et qui marchent assez bien. Sur le plan de la défense, il y a un accord ratifié par le Congo, qui n'a pas encore été par le Sénégal, mais nous allons nous y mettre pour le ratifier le plus rapidement possible. Sur le plan de l'enseignement de manière générale, je crois que là, on a pratiquement une totale satisfaction. Il y a beaucoup de jeunes Congolais qui, aujourd'hui, sont dans nos différentes universités, ils subissent une formation et quelquefois même choisissent de rester au Sénégal pour y travailler ou pour d'autres raisons. Sur le plan des échanges économiques, c'est beaucoup moins reluisant. Et nous avons considéré qu'on peut faire mieux. Je ne vais pas vous dire le chiffre de
de nos échanges, mais il est très, très faible. Et je vais vous donner un exemple très simple. Comme je l'ai dit la dernière fois en Sierra Leone sur la bauxite et sur le fer, aujourd'hui, l'Afrique de l'Ouest importe énormément de bois. Parce que l'Afrique de l'Ouest est en grande partie sahélienne du moins, en grande partie. Nous ne sommes pas des pays forestiers, la plupart d'entre nous. Si vous prenez l'exemple du Sénégal, la petite bande forestière qu'on a, c'est le sud du pays, qui aujourd'hui est extrêmement agressé. L'Afrique de l'Ouest importe pour plus de 513 millions de dollars de bois. Et je peux vous dire que l'essentiel de ce bois provient certainement du Congo et d'autres pays d'Afrique centrale pour aller être transformé à l'extérieur du continent, et ça nous revient beaucoup plus cher. Le Sénégal est le deuxième importateur de bois en Afrique de l'Ouest après le Nigeria. 17% des importations de l'Afrique de l'Ouest, ça concerne le Sénégal. C'est plus de 70 milliards d'importations, en tout cas chiffrées. Voilà un axe de coopération qui peut être intéressant parce que le Congo est la deuxième réserve mondiale de bois après l'Amazonie. Les capacités sont extrêmement importantes. En travaillant avec le Congo, nous pouvons travailler à essayer de sauvegarder ce qui nous reste, le peu qui nous reste de forêt, sans pour autant entamer le potentiel du Congo. En travaillant avec le Congo, et nous saluons la nouvelle dynamique au Congo, parce que c'est ça qu'il faut faire en Afrique, que chaque pays africain s'organise pour que les matières premières issues de son sol soient transformées, en tout cas de manière primaire ou de manière définitive, soient transformées sur son sol. Le Congo a pris cette résolution d'interdire l'importation du bois brut. Et c'est une très bonne chose. Dans les axes de coopération que nous envisageons, il est possible que des Sénégalais, que le secteur privé sénégalais puisse aller investir au Congo pour traiter du bois et même aller vers la transformation la plus aboutie, notamment dans le domaine du mobilier, dans le domaine des contreplaqués et tout ce que vous voulez. Ensuite, le bois transformé, la première transformation, la transformation primaire, peut être acheminé également vers le Sénégal, qui, au-delà de notre consommation, ici, pour les besoins du marché local, notre ambition, c'est de faire du Sénégal un point d'éclosion pour pouvoir distribuer dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. Et donc, c'est des axes de coopération comme celle-là dont nous avons beaucoup discuté et pour lesquels nous avons mis en place un comité ad hoc qui va travailler à matérialiser cela et nous espérons, dans cet esprit d'une coopération mutuellement gagnante. Nous sommes entre Africains, nous ne sommes pas dans un schéma de dire il faut que telle pompe sur telle autre. Ce n'est pas ça la logique, mais que ce soit des coopérations mutuellement gagnantes, qu'au bout de la collaboration, que le Congo sente que il a gagné beaucoup plus dans ce schéma de coopération que dans les schémas extraversés vers peut-être l'extérieur, et que le Sénégal également sente qu'il a beaucoup plus gagné quand il travaille avec le Congo, quand il exporte de très loin le bois dont il a besoin, au-delà de ses besoins qu'il ait pu servir de courroie pour acheminer du bois congolais dans le reste de l'Afrique de l'Ouest. C'est autant de réflexions comme celle-là qui ont été initiées aujourd'hui et nous pensons être sur une voie qui nous permettra de hisser la coopération, mais surtout de rapprocher les peuples, parce que c'est ça aussi l'importance de cette discussion. Sur la question de l'énergie, je considère que le Congo est un pays souverain qui a éprouvé le besoin à un moment donné d'aller vers une forme d'organisation de son secteur énergétique. Un appel d'offres a été lancé. La Sénélec, qui est une entreprise sénégalaise et qui est une fierté en tant qu'entreprise sénégalaise, a concouru à côté d'autres entreprises issues de pays beaucoup plus puissants que le nôtre, d'autres entreprises certainement africaines également. Et à l'issue du processus, elle a été choisie de manière transparente.
Nous nous en félicitons et en félicitons également le gouvernement congolais. Le Premier ministre rappelait tantôt que le marché est très encadré parce que ce n'est pas seulement le Congo, mais des partenaires financiers du Congo qui concourent au financement de cette activité ont eu un regard sur ce qui s'est fait. En tant que Sénégalais, nous ne pouvons que nous féliciter que la Sénélec ait pu performer à ce niveau. Le Premier ministre a rappelé un certain nombre d'occurrences qui les ont amenés à suspendre. J'insiste sur le mot suspension. Il n'a pas été question ici d'annulation du marché. Il y a des préoccupations intérieures qui ont amené le gouvernement congolais à considérer qu'il fallait suspendre le temps de procéder à un certain nombre de réglages. Je demeure convaincu que ce contrat sera parfait, que ce contrat sera validé et que ce sera un bel exemple de ce que nous pouvons faire dans cette dynamique de coopération sud-sud, de coopération entre pays africains. Parce que souvent, nous avons à rougir de faire venir des entreprises qui viennent de très très loin, ce qui n'est pas mauvais. Nous ne sommes pas hermétiques. Nous sommes très fiers quelquefois même de dire que cette entreprise est venue de tel pays européen, de tel pays américain. Il faut que cette fierté-là aussi, nous puissions l'éprouver. Le Sénégal est un pays ouvert. Il y a des entreprises de beaucoup d'autres nationalités africaines, comme je l'ai rappelé tantôt à M. le Premier ministre, qui officient au Sénégal, qui gagnent des marchés importants, qui y travaillent. Des entreprises sénégalaises qui sont aujourd'hui des fleurons. Je veux citer par exemple la Sonatel qui aujourd'hui est présente dans au moins, en plus du Sénégal, 3 autres pays africains. Des entreprises sénégalaises également ambitionnent d'aller à la conquête de marchés africains. Et c'est ça l'esprit de la ZECAF d'ailleurs, d'être compétitive parce qu'on ne leur donne pas de cadeaux et de pouvoir prester dans ces pays-là, apporter de la satisfaction pour ces pays, mais également pouvoir s'agrandir, se développer à partir des marchés qu'ils ont dans ces pays-là. Et je demeure convaincu, en écoutant M. le Premier ministre, parce qu'on en a discuté d'abord avant-hier lors du dîner, on en a discuté ce matin en tête-à-tête, on en a discuté tout à l'heure dans les travaux. Si nos amis du Congo avaient l'intention de mettre un terme à ce marché, peut-être qu'on ne serait pas là en train de discuter. Peut-être que même cette visite ne se passerait pas comme elle se passe. Et j'ai également largement discuté avec la plus haute autorité de la Sénélec, qui est dans de très bonnes dispositions, qui comprend la plupart des préoccupations soulevées ici et qui considère qu'il est possible d'y pourvoir de la manière la plus facile. Et je pense que, Monsieur le Premier ministre, le Sénégal vous réitère à vous, au président, son Excellence Denis Sassou Nguesso et à tout le peuple congolais. Parce que parmi les inquiétudes, il y a le fait d'avoir douté que l'État du Sénégal soutienne vraiment la Sénélec. La Sénélec est une entreprise privée, de droit privé certes, mais détenue, je crois, à 90% par l'État du Sénégal. Donc tous les actes que pose la Sénélec, considérez que ces actes sont posés également d'ordre et pour le compte de l'État du Sénégal. Et que l'État du Sénégal accompagnera cette entreprise intra-africaine pour qu'elle soit un succès éclatant et qu'on puisse démontrer à la face du monde que nous pouvons faire ce qui se fait partout ailleurs, ensemble, la main dans la main. Quant à la dernière question, si je n'en ai pas omis, je crois qu'on parle de fiscalité et l'impact des procédures, d'un certain nombre de procédures entamées sur les décisions d'investissement au Sénégal. C'est des questions, je ne dis pas qui ne se posent pas ailleurs, mais souvent qui se posent de manière curieuse quand il s'agit de l'Afrique. Je ne pense pas que le Sénégal soumette les entreprises qui investissent sur son sol, qu'elles soient des entreprises sénégalaises, africaines ou internationales, elles ne sont pas soumises à plus de pression fiscale qu'ailleurs dans le monde. Ça n'existe pas. Il se trouve qu'il y avait
dans le passé une certaine perception. Je ne dis pas que c'est toutes les entreprises, il faut qu'on se comprenne bien, mais une certaine perception facilitée également par les pratiques internes, par les complicités internes, par les mauvais comportements dans les administrations, mais également des autorités politiques, qu'on pouvait venir investir dans nos pays, engranger les gains les plus importants et repartir tranquillement sans honorer ses obligations fiscales. Ça, c'est souvent conçu de cette manière. Eh bien, il faut que nous puissions tous nous entendre qu'en tout cas ici au Sénégal, cela est révolu. Nous avons un cadre fiscal qui est le même que partout dans le monde, qui n'est pas répressif, mais qui n'est pas également très permissif. Nous ne sommes pas un paradis fiscal, mais nous ne sommes pas également un pays qui surtaxe. Nous avons une fiscalité normée, normale, qui répond aux standards internationaux, les meilleurs standards internationaux du moins. Et cette fiscalité-là s'applique uniformément, qu'on soit sénégalais, japonais, congolais, allemand, il n'y a pas de discrimination. Et la législation fiscale continue à s'appliquer ainsi. Ceux qui veulent investir au Sénégal, nous travaillons à renforcer l'attractivité du pays. Nous sommes en train de réformer tout le dispositif, tous les codes, le code des investissements, le code minier, le code pétrolier, le code des impôts, le code des douanes. Pratiquement tous les codes sont en chantier pour les rendre attractifs sans pourtant être permissifs. Nous créons les conditions de la sécurité de l'investissement dans ce pays. Sécurité juridique, mais c'est également sécurité tout court pour que l'investisseur puisse se sentir à l'aise quand il est au Sénégal. Et c'est ça le rôle de l'État. Ce qu'on attend en retour de ces investisseurs, c'est qu'ils puissent respecter les règles, les lois de ce pays. Qu'ils puissent travailler, investir, créer des emplois, payer des impôts. Ce qu'ils ont, après tout ça comme gain, ils peuvent l'amener où ils veulent. Ce n'est pas ça le problème. Si on est tous d'accord sur ce schéma, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Mais si les gens considèrent qu'ils peuvent venir en Afrique, continuer à pomper les ressources naturelles, gagner des marchés surfacturés, sans payer des impôts, de plus en plus même importer des ouvriers alors qu'on a suffisamment de bras pour travailler, ça c'est révolu également. Et nous ne pourrons pas l'accepter. Et le chantage de l'investissement contre l'aveuglement fiscal ne marchera pas au Sénégal. Je vous remercie. Excellence, Anatole Koulibaly Mokosso. Merci beaucoup au Premier ministre Ousmane Sonko. Vous avez répondu à toutes les questions, effectivement.